toujours un plaisir. Et cette session, si j'ai bien compris, c'est une session commune médico-infirmière. Et mon objectif était de revoir l'actualité concernant les outils pronostiques concernant le patient en coma post-anoxique. Cette plaque résume un tout petit peu les outils que nous avons à disposition de nos jours. Et il est important de souligner que parmi ces outils, l'examen clinique neurologique reste essentiel, reste, je dirais, le point de départ, et que ces dernières années ont vu le développement ou, je dirais, l'affirmation dans la pratique clinique des outils électrophysiologiques. On verra un tout petit peu aussi pourquoi, en fait, ces outils se sont de plus en plus affirmés. Je parlerai également des biomarqueurs principaux, et le principal qui a été étudié, que nous utilisons, est l'énolase neuronale spécifique, NSE. Je l'ai mise ici, mais pour des raisons de temps, je ne vais pas en parler en détail, c'est la résonance magnétique cérébrale. Alors, vous voyez déjà ici que ce patient est encore représenté avec un matelas refroidissant. Alors, je n'ai pas particulièrement de conflit d'intérêt par rapport à la technique. Et vous savez certainement que récemment, une étude est venue questionner au fond la cible de température qu'on doit utiliser pour protéger le cerveau. Alors, puisqu'on commence avec l'examen clinique, qui est l'élément indispensable et fondamental, les deux composantes essentielles sont la composante motrice du score de Glasgow, la réponse motrice à la stimulation douloureuse, et les réflexes du tronc. Je ne les ai pas tous mis puisque les deux qui ont été le plus étudiés et le plus validés sont le réflexe photomoteur et le réflexe coronéen. Alors, je vous disais tout à l'heure, pendant maintenant une bonne dizaine d'années, on refroidit les malades. Alors, il faudra savoir si maintenant on va changer de cible, mais en tout cas, on les refroidit à but neuroprotecteur, on sait pourquoi. Et puis, ce refroidissement comporte également une sédation analgésie, qui fait partie du traitement. Et puis, on sait et on a pu démontrer que la demi-vie de beaucoup de sédatifs et analgésiques est prolongée chez les patients traités par hypothermie induite, et que l'hypothermie et la sédation peuvent de ce fait retarder la réapparition de la réponse motrice. Des autres réflexes aussi, mais particulièrement de la réponse motrice, et une étude publiée il y a maintenant 3 ans montre que chez certains patients, le retour de la réponse motrice pouvait prendre jusqu'à 5-6 jours. C'est ce qu'ont montré plusieurs études publiées ces dernières années, et dans toutes ces études, les patients étaient traités par hypothermie induite, étaient donc également sous sédation, et plusieurs auteurs ont montré que si on se base uniquement sur la réponse motrice, surtout si elle est effectuée tôt, quand on dit tôt, on dit en général 72 heures, c'est déjà relativement tôt, on peut avoir, en fait, on peut se tromper. Donc le FPR est pour False Positive Rate, donc c'est le taux de prédiction fausse quand on se base uniquement sur la réponse motrice. Donc, si la réponse motrice est absente, dans 10 jusqu'à 25% des cas, on se trompait. Alors, récemment, on a publié une méta-analyse des travaux récents, c'est-à-dire qu'avec l'équipe de Yannick Ehorn aux Pays-Bas et de Astrid Oudemakers, on a été contacter tous les auteurs des récentes études. Vous voyez plus de 1000 patients, et on a été regarder la valeur prédictive de chacun des tests, avec comme test les potentiels évoqués somesthésiques et
l'examen neurologique dont je parle maintenant. Et en fait, tous ces tests étaient effectués à 72 heures depuis l'arrêt cardiaque, et tous ces travaux étaient effectués avec des patients en hypothermie thérapeutique. Alors vous voyez que si on prend l'examen neurologique, il y a environ 800 malades, et réflexe coronaire 430 et réflexe photomoteur plus que 500 patients. Qu'est-ce que dit cette méta-analyse? Elle dit que la réponse motrice chez ces sujets n'est pas fiable à elle seule, puisque vous voyez qu'on a un taux de faux positifs qui peut aller jusqu'à 21%, et c'est bien représenté ici. Les réflexes coronaires et le réflexe photomoteur, vous voyez que leur absence est et reste un bon outil de prédiction de mauvais outcomes, de mauvaises récupérations quand ils sont effectués à 72 heures. Par contre, la sensibilité de ces tests est mauvaise, c'est-à-dire que le fait qu'ils sont présents ne prédit pas un bon outcome. Et puis, on va peut-être en parler une fois au futur, peut-être la session de l'année prochaine. Il y a maintenant des outils quantitatifs pour le réflexe photomoteur, les pupillomètres automatisés, qui vont nous permettre peut-être d'être encore plus précis, puisque quantitatif, on a des données préliminaires intéressantes dans notre centre, dont peut-être je vais vous parler. Mais enfin, réflexe coronaire, réflexe photomoteur, ça reste quand même bon. Alors, les potentiels évoqués somesthésiques, donc, puisque la sédation et l'hypothermie perturbe la réponse aux tests neurologiques, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une réponse plus précise? On peut effectuer des potentiels évoqués somesthésiques. Donc, vous voyez ici des exemples à gauche de potentiels évoqués qui sont normaux, c'est-à-dire que vous avez une réponse qui est présente, la réponse du nerf médian N20 avec une déflexion en fait présente. Et vous voyez ici en revanche à votre droite l'absence de cette déflexion, l'absence d'une réponse N20 du nerf médian potentiel. Et puis, vous le voyez dans ce travail, un gros travail, presque 400 patients effectués aux Pays-Bas, que les potentiels évoqués somesthésiques sont très bons. Alors, la souris ne marche plus pour la flèche, enfin, c'est tout en bas. Et l'absence bilatérale des potentiels, en général, est presque à 100% prédictive de mauvais outcomes quand elle est effectuée à 72 heures. Elle reste valable aussi en hypothermie. Et c'est ce que la méta-analyse confirme. Par contre, où est le problème? Le problème, il est à gauche. Alors, si à droite, ça va bien, c'est-à-dire quand ils sont absents des deux côtés, on a une presque certitude que le patient aura un mauvais pronostic. À gauche, vous voyez le problème quand ils sont présents. Et il y a beaucoup de patients, un certain nombre de patients, qui ne se réveillent pas, qui ont des potentiels évoqués qui sont présents. Et quand les potentiels évoqués sont présents, c'est vraiment un tout petit peu comme la pièce de monnaie, c'est à peu près 50%. On ne sait pas ce que les gens vont devenir. Et je pense qu'on devrait savoir le plus tôt possible aussi, quand les malades restent dans le coma mais qu'ils ont un signal qui passe, est-ce que ce signal, que ce soit l'examen neurologique potentiel évoqué ou autre, permet de prédire mieux le bon pronostic? Et c'est là où je pense que l'électroencéphalogramme amène un plus. Et l'analyse de l'EEG, sur laquelle on a travaillé beaucoup à Lausanne avec notamment mon collègue neurologue Andrea Rossetti. L'analyse entre guillemets statique, qu'est-ce que l'EEG montre? Et puis l'analyse dynamique, quelle est la réponse de l'EEG à une stimulation? Alors ça, c'est un EEG exemple d'un tracé dit continu, d'un assez joli tracé, effectué celui-là pendant l'hypothermie sédation, qui est plutôt un EEG encourageant pour la suite. Là, on a deux exemples. Déjà, quand le malade est enregistré relativement tôt, pendant une hypothermie et sédation, mais également en 48-72 heures, où ces tracés discontinus, ou alors la présence de ces bursts spontanés,
sont en général des signes de mauvais pronostic dans nos mains. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on a regardé en détail maintenant depuis quelques années. Ce n'est pas quelque chose de très nouveau, si n'est qu'en fait, l'avait déjà décrit dans les années 90, c'est le fait de stimuler le patient. Le cas précis, c'est une stimulation douloureuse ou auditive. Là, c'est une stimulation auditive ou en bas des mains. Et vous voyez le stimulus ici, au milieu. Vous ne voyez pas parce que, voilà, ça marche de nouveau. Vous faites une stimulation et vous regardez ce qui se passe après. Et vous voyez un changement net entre avant et après de la fréquence et de l'amplitude du signal. C'est une réactivité qui est présente. Et ce signe de réactivité présente est un facteur de bon pronostic, de réveil dans plus de 80% des patients, alors que vous voyez ici une stimulation douloureuse assez appuyée chez ces patients, et ce patient-là, déjà a un tracé qui n'est pas très bon. Maintenant, un tracé tout à fait plat peut encore se voir quand vous êtes en hypothermie et très sédaté. Ici, c'était à 48 heures. Absence de réponse à la stimulation douloureuse et EEG non réactif, c'est un signe de mauvais pronostic. Et on l'avait publié avec Andrea il y a 4 ans maintenant, le temps passe vite, et l'absence de réactivité EEG était équivalente à l'absence bilatérale des potentiels évoqués, comme signe de mauvais pronostic. D'autres groupes l'ont montré, et surtout, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la présence d'une réactivité EEG est un signe fort de bonne récupération. Je passe rapidement sur les crises épileptiques. Elles peuvent survenir dans environ un quart des patients, avec plusieurs types de tracés. Et puis là, on a une étude, puisque la question, c'est au fond, un état de mal épileptique post-anoxique est toujours considéré comme un facteur indépendant de mauvais pronostic. Beaucoup de malades ne s'en sortiront pas, mais il y a un petit groupe de patients, et c'était cette publication qui montrait ça, qui peuvent récupérer. Et si vous avez des crises à la sortie de l'hypothermie, pendant l'hypothermie, c'est en général très mauvais. Mais la sortie de l'hypothermie, et vous avez des réflexes du tronc qui sont préservés et une réactivité à l'EEG, ça peut valoir la peine d'insister, de traiter agressivement ces patients, puisque des crises entre guillemets tardives à la sortie de l'hypothermie, avec un EEG réactif et des signes neurologiques présents, ça peut valoir la peine de traiter. Les patients peuvent se réveiller. Et puis, ça, c'est un travail qui montre l'utilité de l'EEG comme outil pronostic pour prédire le bon réveil, le réveil avec bon pronostic, et il est supérieur au potentiel évoqué, c'est-à-dire que les deux absents sont à peu près équivalents, mais quand l'EEG est présent et réactif, quand la réactivité est présente, c'est un marqueur de bon pronostic. Alors, j'ai beaucoup parlé d'électrophysiologie, ce qui donc introduit un biais, c'est-à-dire que dans notre centre, en tout cas, on est très attaché à l'électrophysiologie, puisqu'on voit des chiffres vraiment intéressants qui se maintiennent au cours des années. Les biomarqueurs, il y en a plusieurs. Il y a la S100-bêta, qui est un marqueur astrocytaire. Il y a la Neuron Specific Analyse, qui est un marqueur de lésion neuronale. Il y a aussi la GFAP, qui a un nom imprononçable. Et puis, S100-bêta et NSE sont celles qui ont été le plus étudiées, particulièrement la NSE. Ce qu'il est important de dire, je vais passer sur cette plaque, c'est que la NSE a été étudiée pas mal avant l'introduction de l'hypothermie et il y avait un cut-off qui était défini comme 33 microgrammes par litre. Maintenant, la NSE effectue à 48-72 heures. Ce que plusieurs auteurs ont montré, c'est que le cut-off peut varier. Et on peut dire qu'entre 10 et 30, en général, il y a une lésion neuronale modérée. En 30 et 40-50, il y a une lésion neuronale importante. Et puis au-delà de 50-55, il y a une lésion neuronale très sévère. Donc c'est un bon marqueur de lésion.
mais ce n'est pas un excellent marqueur pronostique. Et vous voyez que dans cette étude, il y avait la médiane des CPC 1 à 2, donc bon pronostic, qui se sont réveillés et sont rentrés chez eux, allait de 8 à 51. Et on a des patients dans notre cohorte qui, avec des NSE supérieurs à 33, se sont réveillés. Donc attention, en tout cas ne pas se baser sur la valeur d'un biomarqueur. C'est ce que également l'étude de Bowes montrait ici avec 7-9% de fausses prédictions avec l'utilisation de la NSE quand on utilise le cutoff de 33. Donc, au fond, qu'est-ce qu'on peut proposer? Et c'était ce qu'on proposait avec Andrea il y a 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu une grande évolution dans la pathologie de l'encéphalopathie post-anoxique. Plus de malades se réveillent. Il y a le post-resuscitation care, il y a l'hypothermie thérapeutique. L'examen neurologique peut être faussé. Et je pense qu'il y a eu, et probablement qu'après on en entendra beaucoup, il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle self-fulfilling prophecy. Oh, ben celui-là, il ne va pas se réveiller, donc on arrête tout. Donc, l'examen neurologique primordial, l'examen électrophysiologique fondamental pour nous aider, nous guider de manière assez précoce, puisqu'on peut aussi communiquer avec la famille, avec ces outils d'une manière plus claire, plus objective et plus appuyée, et également l'utilité des biomarqueurs. En tout cas, dans une enquête récente effectuée au sein de la Société européenne, avec plus de 1000 répondants, on voit bien que la majorité, donc 3/4 des répondants, disent en fait oui, on utilise plusieurs outils pronostiques pour prédire le pronostic chez ces malades. Et vous les voyez ici listés lesquels, et bien sûr l'examen électrophysiologique et les biomarqueurs, et notamment la NSE, avec également pour certains l'IRM pour mieux voir les lésions des patients. Et puis ça, c'est un tout petit peu, j'arrive vers la conclusion. Au fond, ce qu'on a proposé il y a 3 ans, on a essayé de le valider, en incluant 134 malades consécutifs qui ont tout eu, examen clinique, réactivité G précoce et potentiel évoqué somesthésique, la NSE avec 2 cutoffs. Et ce que vous voyez, c'est que si vous prenez la puissance de prédiction d'un de ces outils, bien sûr, vous me direz, c'est peut-être un peu biaisé parce qu'à Lausanne, on en fait beaucoup, mais léger est extrêmement solide. Donc, vous avez une R sous la courbe qui va jusqu'à 80% pour le pronostic neurologique à 6 mois, 3 à 6 mois. Et vous voyez aussi qu'il y a un outcome, disons, important chez ces sujets, tout confondu, fibrillation ventriculaire, non fibrillation ventriculaire, 50%. Et puis, si vous combinez ce qu'on a trouvé, en tout cas à Lausanne, mais c'est le message, c'est qu'il faut utiliser plusieurs outils, certainement l'examen clinique, neurologique, l'électroencéphalogramme ou les potentiels évoqués, avec l'avantage de léger qui a un meilleur pronostic de bon outcome, et la Neuron Specific Enolase. Donc je pense qu'en conclusion, avec ces outils, on a clairement amélioré notre capacité de prédire le pronostic chez ces sujets, et je pense que de l'inacceptable 70%, on s'approche de plus que 90%, tout en sachant que le 100% probablement n'existe pas. Il faudrait garder ces sujets très longtemps, ce qui pose des questions aussi éthiques qui seront débattues plus tard. Merci beaucoup.